Et Monsieur Cherpion. Oui, j'irai dans le même sens que mon collègue Arnaud Richard. Je pense que même Monsieur le Directeur, quand vous dites sur l'indemnisation, non, je crois qu'il faut être fier de ce qui a été fait. Il n'y a pas eu de rupture, à aucun moment il y a eu rupture d'indemnisation, alors qu'en fait la situation a quand même été parfois extrêmement tendue, il faut bien le dire, dans la mise en place du nouveau système, et qu'à ce niveau-là, Pôle emploi a réalisé, j'allais dire, presque un exploit en ayant cette capacité de répondre. C'était quand même la première priorité qui avait été donnée, pas de rupture d'indemnisation. Ça a été réalisé et ça continue à l'être. Ça continue à l'être aujourd'hui, c'est-à-dire que ça reste valable malgré les difficultés que l'on connaît et malgré l'augmentation du nombre de chômeurs. Je voudrais revenir à un point que vous avez signalé, Madame la Présidente, c'est le recours aux opérateurs privés. Écoutez, moi, c'était quand même l'esprit de la loi de 2011. Et quand le législateur a écrit la loi de 2011, et je suis assez bien placé pour en parler, l'objectif était quand même bien, en particulier pour tous les systèmes particuliers, et en particulier pour le CSP, c'était bien d'avoir recours aux opérateurs privés. Or, à cette époque, et depuis, Pôle emploi n'a pas toujours respecté, et loin s'en faut, a parfois pris plutôt une position un peu hégémonique sur le système. Bon, or, les CSP représentent 10 à 15%, peut-être même plus 15% maintenant, du nombre global de demandeurs d'emploi. Ce qui fait qu'il restait largement à Pôle emploi de travail pour continuer à s'occuper des autres demandeurs d'emploi. Donc je pense que dans votre discours, je vois un message d'espoir en me disant qu'effectivement, le recours aux opérateurs privés, entre autres, mais aux différents partenaires, reviendra. Cependant, il y avait une question à laquelle vous n'avez pas répondu, me semble-t-il, mais peut-être n'avez pas de chiffres, c'est l'impact de la loi sur les 24 heures. Je ne reviendrai pas sur les 24 heures et sur le fait que dans cette négociation de l'année de 2013, de janvier 2013, il y a quand même eu un deal entre notamment, comme dit mon voisin, entre les 24 heures obligatoires, pas moins de 24 heures obligatoires d'un côté, et puis les surtaxes des contrats à durée déterminée. Il faut quand même se souvenir que ça a quand même été dans l'objet de la négociation de l'ANI, un des objets de la négociation de l'ANI de 2013. Aujourd'hui, qu'en est-il finalement du problème des 24 heures? Parce que le problème des 24 heures, c'était quand même un moyen de garder des gens en emploi, des gens qui ne travaillent pas forcément plus de 24 heures, et au moins de pouvoir les conserver en emploi. Et on répond finalement à ce que vous nous dites, c'est-à-dire qu'en fait, on continue à accompagner ces gens vers l'emploi en les gardant dans l'emploi. C'est-à-dire qu'on vous permettez, l'UNEDIC permet de compenser et finalement une partie du salaire, ça coûte donc moins cher. Finalement, il vaut mieux avoir, je vais résumer ça d'une façon un peu caricaturale, mais il vaut mieux avoir un chômeur à 80% plutôt qu'un chômeur à 100%. Je crois que c'est un demandeur d'emploi, il est à partir du moment où il garde une activité, le demandeur d'emploi est quand même plus facilement réinsérable, et d'autre part, il coûte moins cher globalement, même si le mot est pas bien ajusté, mais enfin c'est quand même ça, il y a quand même un coût. Le coût est quand même inférieur par rapport au fait d'un coût global si la personne est totalement en demandeur d'emploi. Donc voilà, j'aimerais savoir si vous avez, vous, des éléments aujourd'hui de chiffrer ou quelques indicateurs, tout au moins, parce que c'est peut-être un peu tôt pour avoir des éléments chiffrés, quelques indicateurs de l'impact de ces 24 heures, parce que ceux-là même qui ont signé les 24 heures, aujourd'hui, en public ou en privé, mais tous disent finalement c'est pas forcément une bonne solution pour l'emploi.